Beurre FM. Des pays en débat. Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est familière, mais dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît ? Alors, suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Cette musique traditionnelle là que vous entendez, c'est le mugam. Ce genre musical azéri accorde une grande importance à l'improvisation, associant chant et instruments classiques comme le tar et le daf. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Azerbaïdjan. Ce pays est situé dans la région transcaucasienne, entre la mer Noire et la mer Caspienne. La région est connue pour sa diversité culturelle, linguistique et religieuse, mais hélas aussi pour les multiples conflits territoriaux qui s'y déroulent depuis des décennies. Avec une superficie de 87 000 km², soit la taille de la région Nouvelle-Aquitaine, l'Azerbaïdjan compte 10 millions d'habitants. Les Azéris représentent 80% de la population et sont majoritairement musulmans. 60% des habitants vivent dans des zones urbaines, dont un quart à Bakou, la capitale. Les Arméniens, les Lesguiens, les Russes, les Taliches, les Kurdes constituent une minorité nationale dans le pays. L'Azerbaïdjan est un pays situé à la croisée de l'Europe et de l'Asie. Il partage ses frontières avec la Russie, la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, la Turquie. Malgré son climat semi-aride, l'Azerbaïdjan possède une grande richesse en sources d'eau, ainsi qu'une grande façade maritime sur la mer Caspienne. L'agriculture génère 6% du PIB, apporte une contribution majeure à l'économie non pétrolière. Car la principale richesse du pays reste l'exploitation des hydrocarbures, plus précisément du pétrole, qui a notamment été le principal foyer de production et de raffinage de l'ex-URSS jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et oui, il faut se rappeler que l'Azerbaïdjan a été l'une des 15 républiques socialistes constitutives de l'Union soviétique de 1922 à 1991. Un bail, c'est après l'éclatement de l'URSS en 1991 que l'Azerbaïdjan est devenu indépendant. Et puis, vous avez la région autonome du Haut-Karabakh, qui est rattachée à l'Azerbaïdjan par les autorités soviétiques, malgré l'opposition croisée de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Alors, à partir de 1988, des tensions se font sentir entre les deux pays. L'Arménie demande le rattachement de ce territoire peuplé d'Arméniens à son pays. Le conflit éclate en 1992 jusqu'en 1994, date de la signature d'un cessez-le-feu. Des milliers de personnes furent tuées. Alors, depuis lors, le conflit est resté plus ou moins gelé avec des échanges de tirs sporadiques, des négociations de paix infructueuses. Et puis, depuis décembre 2020, les tensions ont de nouveau augmenté avec une escalade militaire impliquant des combats intenses dans la région du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, nous allons parler des relations de l'Azerbaïdjan avec la Turquie, ainsi que de la situation des personnes déplacées en Azerbaïdjan. Nous allons le faire avec Behram Balsi, qui est diplômé en sciences politiques, civilisation arabo-islamique, des Sciences Po. Il est directeur de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul.
Bonjour Behram Balsi. Oui, bonjour. Alors, depuis 2020, la Turquie est active aux côtés de l'Azerbaïdjan dans le conflit arméno-azerbaïdjanais, notamment par une aide militaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur les relations historiques entre la Turquie et l'Azerbaïdjan qui ont permis de mener cette alliance et que trouve la Turquie comme avantage à cette alliance? Eh bien, la Turquie se sent quelque part obligée d'être solidaire de l'Azerbaïdjan parce que les deux pays ont une multitude de points en commun. Il y a une certaine proximité, parenté. La Turquie et l'Azerbaïdjan, le peuple de Turquie, l'Azérie, c'est à peu près le même peuple turcique. Historiquement, c'est les mêmes. Et par ailleurs, depuis une trentaine d'années, il y a des relations très, très, très approfondies qui lient l'Azerbaïdjan à la Turquie parce qu'à cause de cette proximité ethnique, linguistique, politique. Linguistique parce que dans toutes les langues turciques, entre le turc, l'ouzbek, le kazakh, l'azéri, le turkmène et d'autres langues, en fait, la plus grande proximité, c'est entre le turc de Turquie et l'azéri, qui est une forme de turc de Turquie, un peu différent, mais qui est vraiment très proche. Ça, c'est la première. La deuxième, les deux pays sont appartenir à une même ethnicité, un même groupe ethnique, un même groupe. D'ailleurs, souvent, les deux pays se présentent comme deux États, une même nation. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que les deux ne font qu'une seule nation. La Grande Turquie? Ensuite, non, pas la Grande Turquie, la grande idée turcique, le grand peuple turc au sens turcique, au sens turquique, et mais pas forcément un même pays, mais il y a une certaine grande nation turque qui dépasse les frontières. Mhm. Et par ailleurs, il y a aussi le côté que la Turquie, depuis une trentaine d'années, la Turquie cultive l'idée de créer un monde turcique, une espèce de bloc Oui. d'État turcique. Et bien, dans ce projet intégrationniste que soulève la Turquie, dont la Turquie est le moteur, eh bien, c'est l'Azerbaïdjan qui est le plus participant, le plus impliqué, le plus volontaire. Et d'ailleurs, quand on le voit, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a des rencontres au sommet. C'est ce qui amène la Turquie à soutenir l'Azerbaïdjan dans sa tentative, dans la séparation du territoire qui mène vers le Alors Haut-Karabakh. justement, la Turquie se sont obligés de soutenir l'Azerbaïdjan pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce qu'il y a une certaine proximité linguistique, politique, culturelle et même religieuse dans certaines mesures. Et je ferai une petite remarque là-dessus, c'est qu'en fait, la Turquie, depuis une trentaine d'années, soutient l'Azerbaïdjan dans sa guerre contre l'Arménie. Oui. Elle l'a toujours soutenu d'une manière diplomatique, politique, mais là, il y a 2 ans, dans la guerre, la deuxième guerre du Karabakh, il y a 2 ans, c'est allé au-delà, c'est-à-dire qu'il y a une implication militaire de la Turquie. Et les questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi la Turquie est allée aussi fort cette fois-ci. C'est qu'en fait, en une trentaine d'années, le contexte a changé, et dans l'esprit des Turcs et des Azéris, on a le sentiment en fait que la communauté internationale, les Nations Unies et les autres, le groupe de Minsk qui est censé apporter une solution à ce conflit, a été inefficace. Et dans ces conditions-là, le seul moyen de retrouver, pour l'Azerbaïdjan, de retrouver, les districts autour du Karabakh, le Karabakh, c'est la voie militaire. Ça, c'est le premier. Ensuite, le contexte en Turquie a changé, c'est qu'en fait, auparavant, même Erdogan, qui était autrefois dans une logique de dialogue, de proximité avec l'Occident, quand il est arrivé au pouvoir en 2003, il y a quand même une vingtaine d'années, eh bien, le même Erdogan a changé, le contexte aussi il a changé. Il est devenu beaucoup plus vindicatif, militariste, nationaliste, islamo-nationaliste. Et de ce fait, c'est-à-dire qu'auparavant, il tenait compte de ce qu'allaient dire les Occidentaux si la Turquie soutenait l'Azerbaïdjan. Et bien, depuis 2 ans, 3 ans, il y a un tel fossé entre la Turquie et ses partenaires traditionnels occidentaux que la Turquie, quelque part, la Turquie de faire attention à ça. Oui, la Turquie qui est un des piliers de l'OTAN, dit au passage. Mais revenons sur la nature du régime en Azerbaïdjan, sous la conduite du président Ilham Aliyev, compte tenu de ses multiples atteintes aux droits de l'homme, des crimes de guerre, de discrimination. La situation des droits de l'homme en Azerbaïdjan, c'est laquelle, monsieur Belsi? L'Azerbaïdjan, c'est un pays de l'ex-URSS. La situation des droits de l'homme n'est pas pire en Azerbaïdjan que dans le reste de l'Union soviétique, enfin des pays issus de l'ex-URSS, en Asie centrale, dans le Caucase, en Russie. Il y a des prisonniers politiques, mais elle n'est pas pire qu'au Turkménistan ou en Ouzbékistan, au Kazakhstan. C'est à peu près la même. C'est-à-dire que c'est une espèce de dynastie post-soviétique, dynastie qui va de père en fils, parce que le président Aliyev, le père Haïdar, donc, est arrivé au pouvoir en 1994 et il est resté pendant longtemps, et en 2003, il a été remplacé par le fils. Donc, si vous voulez, c'est un régime autoritaire post-soviétique avec quelques
quelques restes de la partie de l'Union soviétique. Et le fait qu'il y ait aussi une manne pétrolière, qu'il y a 2 ans, la guerre contre le Karabakh, le fait que l'Azerbaïdjan était victorieux, ça renforce ce régime autoritaire. Et de ce fait, je pense que l'opposition est discréditée parce que elle voit bien que le régime est d'une autorité populaire au sein de la population azerbaïdjanaise, parce qu'il a réalisé le rêve de tous les Azerbaïdjanais qui était de retrouver, de regagner la guerre du Karabakh, de réparer l'humiliation qui a été infligée il y a une 30aine d'années par les Arméniens aux Azerbaïdjanais, et le fait qu'il ait retrouvé, qu'ils aient reconquis les 7 districts en dehors du Karabakh, plus une partie du Karabakh, ça donne une certaine longévité de pouvoir à Aliyev, et à mon avis, dans les années à venir, les élections, il va encore les gagner très facilement. Merci de cette explication. Mais alors, il y a encore une question que je veux vous poser, dont on ne parle pas suffisamment, c'est celle du sort des déplacés en Azerbaïdjan. Près de 700 000 personnes sont déplacées et a priori la situation ne semble pas s'améliorer. Vous avez une idée des conditions de vie des déplacés aujourd'hui Alors les déplacés, donc, sont des réfugiés. De fait, ça devient un statut particulier parce qu'ils ont été expulsés de chez eux il y a une 30aine d'années, pendant le premier conflit du Karabakh. Donc il y avait plusieurs catégories de réfugiés azerbaïdjanais. Il y avait ceux qui étaient en Arménie qui ont été expulsés, au même titre que les Arméniens d'Azerbaïdjan ont été expulsés. Ceux qui étaient au Karabakh, ils ont été obligés de partir à cause de la violence de la guerre. Et enfin et surtout, les plus nombreux, c'était ceux qui étaient dans les districts aux alentours du Karabakh, qui eux aussi, ils ont été obligés de partir parce que leur territoire, leur ville était occupée par les Arméniens. Et depuis une 30aine d'années, ils vivent dans des conditions pas très faciles du tout. Et le pouvoir azerbaïdjanais était dans un véritable dilemme, c'est-à-dire que s'il les logeait comme il faut, s'il les intégrait parfaitement, du coup, la question du Karabakh était oubliée. Or, l'objectif, c'était de laisser de maintenir un peu cette plaie ouverte, question des réfugiés, pour pouvoir le droit légitime de revendiquer, y compris de repartir à la guerre pour récupérer le Karabakh. Et c'est ce qui a été fait. Or là, maintenant que les districts ont été libérés, il est question que certains reviennent s'installer dans les villes où ils ont été expulsés il y a une 30 d'années, mais ça prendra du temps parce que des villes vidées, non habitées pendant une 30aine d'années, ça devient une espèce de désert, de zone inhabitée. Et l'Azerbaïdjan, s'il veut redonner une certaine vivabilité à ces régions, je pense que ça demandera beaucoup de temps et d'investissement. Ils ont commencé, mais ça prendra beaucoup de temps. Merci à vous, Behram Balsi, pour cet entretien très très clair. Un pays en débat, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jessica et à Zora, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu. C'était Des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.